Voilà. Normalement, je vais faire. Par contre, Stéphane Ray, je ne sais pas s'il m'entend. Là, normalement, c'est bon. Ah, son est pas mis. Avant de commencer à enregistrer. On a fait un test tout à l'heure et ça marchait. Là, j'ai rien changé de plus. Ok. On commence alors. Alors, bonjour à tous. Donc, Sprint Review numéro 15, EasyPart. Le thème aujourd'hui, c'est l'export counter. Donc, on a commencé le 6 janvier, on est le 30 janvier, donc on va vous présenter ce qu'on a fait pendant la période. Je parle tout de suite des futures dates du prochain sprint. Donc normalement, on commence la semaine prochaine. Enfin, on commence cet après-midi, mais les développements commencent réellement la semaine prochaine pour se terminer le 27 février. Est-ce que ça vous va? Ça sera un jeudi comme d'habitude. Ça va être assez court. Je ne sais pas s'il y a des vacances pour certains pendant la période-là. Il y a des vacances à Paris. Je ne sais pas si j'ai plus de congés. Des vacances à Paris. Enfin, moi, je serai là. Donc a priori, ça collerait comme date le 27. Ça va faire encore un sprint pas trop long. Mais bon, vu le sujet, je pense qu'on aura pas le temps de parler. Stéphane, vous nous entendez? Oui, je vous entends, bonjour. Ok, bonjour. Donc j'ai commencé la réunion, mais j'ai parlé des dates pour le prochain sprint. D'accord. Donc on va présenter au cours de ce sprint, au cours de cette réunion, ce qu'on a fait au cours du sprint, qui concerne l'export counter. Donc j'en viens au sujet, voilà. Peut-être retirer ça. Tac. Voilà. Donc l'export counter, on en avait déjà un peu parlé au sprint précédent, on avait préparé les choses. Bon bah là on l'a mis en œuvre. Mais on n'a pas fait que ça. Hein, donc l'export counter, je rappelle, c'est pour générer avec EasyPart des rapports du type de ceux qui sont proposés par les éditeurs. Donc ça consiste à faire des cumuls mensuels par revue pour les consultations HTML et PDF au niveau des articles. Alors selon le type de rapport, en ce qui concerne ce qu'on a fait, c'est-à-dire le JR1, c'est les consultations d'articles en HTML et PDF pour les revues. On a commencé à travailler sur le BR1, il faudra qu'on en reparle parce qu'il y a des notions de téléchargement de book. Il faut qu'on précise, qu'on expertise ce point par rapport à ce que nous on est capable de détecter. Donc, EasyPart est maintenant capable de générer des export counters et ça ouvre de nouvelles perspectives parce que il est aussi capable d'analyser des fichiers de log, non pas d'e-proxy, mais aussi de serveurs qui hébergent les données. J'en parlerai aussi un petit peu. Et donc du coup, eh ben, on pourrait se servir de EasyPart pour générer des stat counters en tant qu'hébergeur de données. Ce n'est pas le but au départ, mais ça ouvre des perspectives. Donc, en particulier, en ce qui concerne l'open access, hein, les serveurs en open access, qui ont des logs de type Apache par exemple, pourraient utiliser EasyPart pour générer des statistiques counter. Et puis au cours de sprint aussi, un point important, on a tenu compte des remarques qui nous avaient été faites par rapport à l'intérêt de pouvoir avoir des indicateurs sur les informations de non-usage. Alors ce qu'on appelle les informations de non-usage, c'est des clics
sur des revues auxquelles on n'est pas abonné. Et donc, ça veut dire que les utilisateurs voudraient consulter l'article, et donc ça peut orienter la politique d'abonnement s'il y a beaucoup de clics sur des revues auxquelles on n'est pas abonné. Donc, les épiques qu'on a traitées au cours donc les grandes catégories de fonctionnalités qu'on a traitées au cours de ce sprint bien précis. Donc on a travaillé sur la mise en production en interne à l'INIS-CNRS pour automatiser le processus de génération des fichiers résultats. On a travaillé sur les parseurs. On a eu une partie aussi sur la communication. On a eu des réunions, il y a eu une formation. On a fait pas mal de refactoring sur le code. Donc il y a eu cet export. Le thème du sprint était donc l'export counter, et puis la gestion des informations de non-usage. Voilà, donc on a traité quand même pas mal d'épiques au cours de ce sprint. Donc là, je vais revenir dans le détail, je vais traiter le début, et puis je passerai la main ensuite à Yannick, qui détaillera ce qui concerne l'export counter, et puis la gestion des informations de non-usage. Donc, en ce qui concerne la mise en production, pour pouvoir automatiser la génération des fichiers résultats, les fichiers CSV, donc là on parle de générer ces fichiers de façon automatique et on ne veut pas forcément conserver tout ce qui est filtré. En fait, c'est un tri, il génère des fichiers EC et il permet aussi de reprendre éventuellement tout ce qui a été écarté pour le retraiter. Sauf que pour la mise en production, on veut éventuellement pouvoir traiter quotidiennement et puis même traiter en masse des fichiers. Donc on a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui fait qu'on ne conserve pas les fichiers de rejet. Et donc c'est un nouveau paramètre qui est documenté. Donc là, c'est pour vous montrer que c'est documenté, auto-documenté dans le code. Donc là, c'est ce paramètre-là, project file. On peut mettre des paramètres pour choisir ce qu'on veut. Soit on ne conserve rien, soit on conserve un certain nombre de fichiers. Donc la mise en production nous a permis de faire ça. Et puis autre chose aussi, donc les fichiers, quand on utilise Edipart avec le formulaire, on peut télécharger le fichier. Là, ce n'est pas du tout le contexte, donc on veut pouvoir déposer le fichier résultat quelque part, et éventuellement aussi savoir ce qui s'est passé, en particulier au niveau du rapport. Donc on a rajouté un paramètre qui permet de générer un rapport sous forme d'une page HTML qu'on va pouvoir aussi conserver et stocker pour avoir ce qu'on appelle un compte-rendu standalone. Donc ces deux paramètres-là permettent de se lancer sereinement dans la mise en production. Ensuite, d'un point de vue fonctionnel, Edipart est capable de générer des fichiers résultats qu'on va rechercher, et on a écrit des scripts en fait, qui vont lancer tout ça. Alors ces scripts, ils sont bien sûr adaptés à notre configuration. Donc on a fait deux scripts, un script qui permet de générer lancer le traitement d'un fichier résultat, donc on a un fichier de log, on utilise ce script et en résultat on va avoir un autre fichier résultat et un fichier rapport qui va être déposé quelque part dans un répertoire de destination. Et puis on a l'équivalent qui va prendre en entrée, lui, toute une arborescence de fichiers, et puis qui va reproduire cette arborescence au niveau des résultats. Donc là, j'ai des petites images pour illustrer, je passe assez rapidement. Voilà comment on est organisé. On a, ça c'est le nom, les fichiers de log sont stockés dans une arborescence. Donc la base de l'arborescence s'appelle archive. Ça c'est un nom de machine, c'est d'où vient en fait, où est hébergé l'EasyProxy. Et puis là on a nos portails, et dans nos portails on conserve par année et par mois. Et donc dans cette arborescence, on a des fichiers quotidiens, des fichiers de log quotidiens qu'on va chercher à analyser par Edipart. Et donc au niveau des résultats, on va obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a
une arborescence qui va contenir les résultats de la même façon avec la même arborescence. Et donc, on voit là qu'on a par exemple, au niveau 2013, au niveau février, on a le fichier résultat et puis le rapport HTML. Le rapport HTML se présente comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut visualiser quand on lance un traitement via le formulaire, sauf que là, il est statique, hein. Donc il y a un peu moins de liens vers les comptes rendus, etc. Mais ça permet d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Donc, pour chaque fichier résultat, on va avoir un rapport. Et puis, donc, ça nous a permis, cette façon de procéder, d'éprouver EasyPart. C'est-à-dire que là, enfin bon, on ne voit pas tout dans l'image, mais on a passé, par exemple, sur Biblioplanète, on a passé, là c'était en cours de traitement, on a passé une année complète de Biblioplanète, plus le début 2014. Donc là, on a fait pas mal de traitements, donc on a éprouvé EasyPart, et à cette occasion, on a remarqué qu'il y avait des petites choses à régler, parce que techniquement, par exemple, au point de vue de l'ouverture des fichiers, on arrive à des limites, et donc il faut qu'on modifie un peu le paramétrage. Donc là, c'est pour montrer que on a bien avancé dans la mise en production. Ensuite, les parseurs. Les parseurs, on a développé des nouveaux parseurs, en particulier Reactis. Reactis, la particularité, c'est que c'est une base de données. Et donc là, on s'est un peu avancé aussi sur remonter des informations qui concernent les bases de données. C'est assez intéressant. APS, c'est un parseur en plus. Lara, c'est aussi un nouveau parseur, un peu particulier aussi, puisque là, c'est on est hébergeur, on est éditeur au niveau Lara, et donc ça se présente comme ça. Ça permet en fait d'analyser des logs. Là, c'est en fait la copie d'écran de la fenêtre des paramètres dans le formulaire pour analyser les fichiers de log de Lara. On voit que c'est un fichier de log du type Apache. Il y a un format de log qui fait partie des réglages prédéfinis. Il y a un format de log qui est lié au format de log Apache. Et puis ici, on met un domaine relatif. Et en fait, comme Lara est un hébergeur, donc il n'y a pas plusieurs types de plateformes dans les logs de Lara, il n'y a que Lara. Et donc, on met un domaine relatif qui permet d'orienter vers le bon parseur, le parseur de Lara. Et donc, on a les consultations de Lara en utilisant cette configuration. On a révisé certains parseurs, TMDirex et DB de Science. On a fait des nouveaux contrôles, vérifier qu'on n'avait pas, on orientait bien vers le bon domaine et que quand on a un nom de domaine dans le fichier de log, on oriente vers un seul parseur, pas plusieurs parseurs, parce que potentiellement on pouvait, si les fichiers de configuration étaient mal écrits, on pouvait le faire. Donc là, on a renforcé les contrôles, on a fait du nettoyage, et puis on a ajouté une nouvelle option en entrée des parseurs. On sait que les parseurs peuvent fonctionner de façon indépendante. On a une nouvelle option, et on y reviendra plus tard, pour que les parseurs puissent prendre en entrée non plus une URL, mais aussi un fichier de JSON pour pouvoir passer plus de choses, en particulier la taille de la requête, pour pouvoir traiter justement les informations de non-usage, ou le fait que, oui, c'est des informations de non-usage. Voilà. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Communication, il y a eu 2 événements au cours de ce sprint. Une revue de projet CNRS le 14 janvier, et puis une formation MCIB 22-23. Thomas, Cécilia et Stéphane ont présenté EasyPart, ont fait des formations, et je pense que il y a eu des bons retours à ce sujet. Et donc ça nous permet aussi ça va nous permettre de pérenniser la formation pour l'usage d'EasyPart. On va essayer de faire un pack pour justement faciliter l'information au niveau de l'utilisation d'EasyPart. On a fait donc du refactoring parce qu'on s'était aperçu, en particulier quand on était allé en décembre présenter EasyPart à la BES,
qu'au niveau de la procédure d'installation, on avait besoin en fait de simplifier la procédure d'installation, parce qu'en fait elle est relativement simple, mais dans nos explications, on était un peu, ça s'était un peu accumulé, donc ça demandait un refactoring. On a aussi refactoré l'usage des fichiers test en rajoutant des paramètres in et out, c'est-à-dire que les fichiers test contiennent à la fois ce qui permet d'injecter des URL et ce qui permet de savoir si ce que le parseur doit répondre. Et donc, on préfixe les paramètres des fichiers test, hein, c'est sous forme de CSV avec des noms de colonnes. Donc, ces noms de colonnes sont préfixés pour savoir si l'information, c'est une information qu'on injecte dans le parseur ou c'est une information que le parseur doit retourner. Et on a documenté ça. Et donc, voilà, en fait, le fichier CSV de test, il contient des informations en entrée, l'URL, ou éventuellement, par exemple, un statut. Et puis, donc, à partir de cette information, il va analyser, retourner un certain nombre d'informations, en particulier, par exemple, le type NIM, etc. Et on veut vérifier, le fichier test permet de vérifier que par rapport à ce qu'on a mis en URL, le parseur fait bien son travail. Donc là, on valide les parseurs grâce à ces fichiers test pour savoir qu'ils se comportent toujours de la même façon. Voilà, donc on a un peu refactoré le formulaire, on verra que probablement on discutera nos sprints prochains, on continuera sur cette voie. On a simplifié la page d'analogiste qui liste les analyses et les parseurs. Hein, donc on est en cours, hein, parce que cette page est compliquée, donc on est en cours de la... donc on a choisi un format, je pense que c'est celui-là qui est retenu, et ça sera plus clair pour les gens qui veulent savoir quels parseurs sont disponibles. On a fait une mise à jour des dépendances NPM, hein, donc ça fait un peu technique. Start utilise pas mal de modules qui vont avec Node, hein, du JavaScript. Et donc régulièrement, il faut faire des mises à jour, donc on en a fait une au cours de cette sprint. Et donc là, on attaque les deux points importants, l'export counter et puis la gestion des informations de non-usage. Je te laisse la main. J'ai ouvert deux fenêtres sur la version très proche. Et puis voilà, je te pas. Alors, donc première chose, techniquement, ici Parse maintenant produit des rapports JR1, donc à savoir qu'on avait déjà entamé le travail au sprint précédent, sachant que ce n'était pas encore tout à fait valide. Donc à présent, il est possible d'ajouter au JR1, enfin au rapport, les informations à propos du client et du fournisseur. Donc pour ça, on a ajouté des paramètres au header, paramètres de nouveaux headers qu'on peut envoyer à la requête quand on envoie notre fichier, à savoir counter customer et counter vendor. Donc qui peuvent avoir ça peut être un nom et un email. Bon, c'est purement facultatif. Hein. Et donc, le JR1 maintenant ne contient plus que ce qu'il est censé contenir, donc à savoir des consultations de revue. Donc, pour parler plus techniquement, les éléments de consultation qui sont comptés sont ceux dont le type est article. À savoir également que ce fichier, cette fonction du JR1 est testée. Donc, on ne va pas montrer le test non plus, mais voilà. Se pose la question du BR, du BR1 et du BR2, donc qu'on aurait pu faire
mais il y a encore une zone de flou concernant les consultations de boucle, comme Dominique l'a dit. Donc, je sais pas, on en parlera peut-être plutôt plus tard. Cet après-midi, on soulèvera ce point, je pense. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Il faut dire que le counter était plus ou moins c'est déjà pas mal entamé lors des années sprint. J'avais déjà fait une démonstration, parce que je remonterai. Tu vas voir ça dans l'historique. Ça va vite. Il me semble que tu en as vu un dans l'historique. Alors, par exemple, ça ne marche pas comme ça. Ah, j'avais oublié, j'ai utilisé. Voilà. Donc, on va passer à une petite journée d'un de nos portails. Je ne sais pas où on va. Toujours le fichier. Voilà. On va passer un petit peu à un fichier de notre portail. Normalement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, tu peux peut-être commenter ce qu'on voit là, en attendant. Oui, j'ai redirigé la sortie, donc là c'est juste qu'il prend du temps pour... voilà, il a terminé de traiter. Donc, nouveauté, quand on demande un rapport footer, les adresses pour aller les chercher sont ajoutées dans les headers. Dans un header job report le nom du rapport. Donc, pour le moment, il n'y a que le JR1, donc JR1. Alors, hop. Rappelle-moi comment on copie. C'est contrôle, bouton droit, bouton majeur, contrôle. Bouton du milieu. Alors, donc ça c'est sur la VI, c'est sur la pré-pro. Normalement, c'est automatique de copier. Ah bon? À partir du moment où tu sélectionnes, ça fait directement dans le... T'as rien à faire. Ouais. Et après, tu fais ton CTRL-V dans... Faut vraiment que à chaque fois je me fais avoir. Donc, quand on... Voilà. Et voici, alors le problème étant que ce sont... Alors pour on a l'habitude, jusqu'ici, tous les CSV que produisait EasyParse, alors c'est à savoir, utilisent des points-virgules comme séparateurs. Dans le cas de Counter, ce ne sont pas des points-virgules, ce sont des virgules. C'est une chose à savoir. Hein. Qui est bon avec Excel? C'est une question de local en fait. Hein. Normalement, avec la locale française, les CSV sont des séparateurs point-virgule. Sauf que Counter, la locale n'en tient pas compte, donc c'est virgule, le séparateur, donc on a suivi la norme Counter, donc on met des virgules. Pour transformer, tu sélectionnes la première colonne, tu fais données transformées, je crois, un truc dans ce genre là. Non, données, voilà. Et puis tu fais convertir, là. Voilà. Et puis tu fais délimiter et tu choisis virgule. Voilà. Donc voilà, donc après, pour ceux qui connaissent bien les rapports... Bon, les caractères spéciaux que vous voyez, c'est parce qu'en fait Excel ne reconnaît pas l'outil F8. Bon, ça c'est un peu... C'est propre à Excel, c'est pas propre à EasyParse. Donc, on a juste simplement rempli ici une nouvelle case. Alors ici, c'est le nom du client. Donc, le fameux champ Customer qu'on a donné. Et ici, on aura peut-être un jour l'identifiant institutionnel qui pour le moment est facultatif, mais qui apparemment deviendra peut-être obligatoire quand ce sera. Donc, voilà, je pense que... En fait, l'intérêt aussi des colonnes, c'est que par exemple la colonne plateforme, là, elle est multivaluée, alors que dans un compte rendu Counter d'un éditeur, potentiellement il n'y en a qu'une. On voit bien aussi que il y a, là, ça a tourné sur plusieurs mois. Hein, il y a 3, je crois, il y a... Non, il y a que du décembre, pardon. Mais en cas de, si on donne des logs sur plusieurs mois, ce sera divisé par mois. Je peux faire une petite remarque sur le format? Oui.
Dans la colonne journal, hein, vous n'avez pas dupliqué les titres de la revue quand elle était sur plusieurs plateformes. Le problème, c'est que si on filtre sur une plateforme, on risque de perdre le titre de la revue. Tu peux répéter ta remarque? Oui. Si par exemple, vous prenez Annales de géographie, la ligne 13. Donc, le titre n'est pas répété parce qu'elle apparaît sur plusieurs plateformes, Percé, SD, JSTOR. D'accord? Je crois pas, non. Non, en fait, non. Je pense que ça, c'est parce qu'on ne connaît pas les titres des autres. Ah, d'accord, ok, oui, j'ai vu que c'est pas le même, d'accord, c'est pas le même ISSN. Pardon, ok. Bah, typiquement, par exemple, pour Science Direct, c'est une question qu'on s'était déjà posée. C'est le premier parseur qu'on a développé et il n'a pas de base de connaissances parce que dans les URL, on est en général capable de trouver directement un identifiant, je me souviens de ça, ouais. notamment, et on considérait que c'était suffisant. Ouais. Donc du coup, on se retrouve avec des revues qui n'ont pas de titre. Ouais. Voilà. Et donc, probablement, on va travailler le sprint prochain sur tout ce qui est KBART, etc. Il faut qu'on en discute encore, mais c'est les orientations qu'on prend. Et donc, pour ces problèmes justement on n'a que l'ISSN dans le cas, par exemple, de Science Direct, on n'a pas le titre, eh ben, on va pouvoir améliorer ça puisqu'on remontera des titres, puisqu'on générera, on va essayer de générer automatiquement le plus possible des PKB ou alors de récupérer des fichiers KBART. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est tout ce que j'avais spécialement à dire pour le pointer. Donc là, on voit qu'il y a un problème avec les virgules quand même. Oui. Si le titre contient des virgules, ça fait un décalage. Il me semble que la counter, c'est la tabulation qu'ils utilisent pour éviter ce problème-là, justement, en séparateur de champ. Alors là, le truc qu'on a, c'est que en fait, le paramétrage d'Easypart dit que on utilise le même format de sortie pour toutes les sorties. Ce qui fait que si on a demandé du CSV, donc séparateur virgule, on va avoir le fichier de C en CSV et le fichier JR en... C'était plus simple pour que les fichiers soient directement dans le Mais après, on peut en discuter, on peut se dire, effectivement, de toute façon, comme là, on a déjà un peu, on a mis des virgules à la place des points-virgules, on pourrait dire, on met des tabulations, quoi. Et vous pourriez aussi protéger le champ par des cotes ou des doubles cotes? Oui, on pourrait aussi protéger le champ. Normalement, il est censé le faire, c'est ça qui m'étonne. Donc là, on a peut-être relevé... On a peut-être relevé un bug. Alors ensuite, la grande nouveauté maintenant au niveau des traitements, c'est que on compte les informations dites de non-usage. C'est bizarre de dire ça comme ça. Enfin, les consultations, les tentatives d'accès. Voilà, les tentatives d'accès refusées. Donc, ça a demandé une certaine réorganisation, vu que les parseurs ont besoin pour ça d'avoir notamment accès à des informations qui ne sont pas forcément dans l'URL, mais ailleurs dans les lignes de log. Alors, tu le code HTTP. Voilà, donc notamment le code HTTP. Pour le code HTTP, les 401, enfin les consultations qu'on reconnaît et qui ont un code 401 ou 403, donc en général forbidden pour ceux qui connaissent, sont détectées automatiquement comme étant refusées indépendamment des parseurs. Car actuellement, on n'a pas de parseur. On n'a pas de parseur encore qui reconnaît, qui utilise les informations autres que l'URL. Mais avec le code HTTP de retour, on arrive déjà à avoir quelques éléments de consultation refusés. Donc, du coup, ça a donné lieu à de nouvelles métriques dans le rapport, à savoir, on pourra trouver dans MBCDNIGHT le nombre d'éléments de consultation qu'on a reconnus mais qui ont été refusés.
et une URL, le CDNI URL, qui pointe vers un fichier où on stocke ces éléments de consultation. Alors, en fait, il est exactement comme le fichier de résultat. D'ailleurs, que vous demandiez du JSON, du CSV, il utilise le même format, mais il est séparé, comment je dirais, C'est splitté en fait. Voilà, C'est dans deux parties, ouais. c'est deux fichiers différents, mais qui contient des événements de consultation. Voilà, donc ça contient effectivement des éléments de consultation, mais comme ils sont refusés, on les met dans un fichier différent. Et donc, via cette URL-là, on a la possibilité de le télécharger. Donc, on va vous montrer ça rapidement. Normalement, ça devrait être rapide en tout cas. Hop, il me semble que je devrais pouvoir faire aussi. Historique. On se fait la voir déjà. Je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Bah, tu l'as dans un truc normal de toute façon. Dans un truc normal. Dans un traitement normal. Là, tu l'avais aussi. Dans la plupart de nos fichiers de test, on n'en a pas qui sont en 400. Là, il me semble que j'en avais vu. Et ça, c'était pas affiché là dans celui que tu viens de lancer juste avant. Il y en a des midnight. Bien sûr. Ah, il me semble. Ok, je vais vérifier ça. Ok, il m'a gardé mon historique. Bon, c'est pas grave, je vais faire le Sinon, il y a la copie d'écran de tout à l'heure que j'ai montré tout à l'heure. Il y a une URL dedans. Mais bon, voilà, Oui, c'est un petit peu moins. Moi, c'est pas grave, je vais faire celui-là chez une map. Hop. On va bien voir si on a dedans ou pas. Donc, je refais le traitement de tout à l'heure. Hein. Sinon, on le fait avec un fichier, on le fait via le formulaire. On va voir si on a dedans. Hein. Non, Alors, il n'y avait pas dedans. c'était quoi ça? C'était quoi comme fichier? C'était un SHS. Ouais, SHS. Bon, peu importe, je vais retrouver l'autre rapidement. On a un fichier de test, avec. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, donc ça c'est juste un fichier de test avec deux petites lignes de log qui sont toutes les deux des éléments de consultation valides, mais dégage-moi ça s'il te plaît. Des éléments de consultation valides, mais qui ont été refusés. Normalement, voilà. Je ne vois pas grand-chose. Donc ça a exactement la même tête que ce qu'on peut avoir comme un fichier résultat. La seule différence que ça, c'est des éléments de consultation qui n'ont pas été acceptés. Donc on marquera ici qu'il y en a un qui a un statut 404, 401 et un autre 403. Voilà. Donc voilà, et donc on a la revue en fait qui a été qu'on a tenté d'accéder. Donc on peut voir, bah, s'il y en a beaucoup, on va dire est-ce qu'il ne faut pas s'abonner à cette revue parce que les utilisateurs ont envie quoi. Voilà. Donc du coup c'est de la même manière les éléments de consultation qui sont refusés, ils vont quand même jusqu'au bout de la chaîne de traitement de disparse, donc ils sont enrichis, tout ça, donc on peut voir leur titre, leur pays, etc. et compagnie. Voilà. Donc les événements de consultation refusés, vous les référez seulement grâce au code HTTP ou est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors actuellement c'est juste, actuellement on utilise juste le code HTTP pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de parseur qui gère les refus en fait. Mais on a donc changé le comportement d'InParse pour que les parseurs puissent
reconnaître dans les URL si quelque chose, enfin les URL, pas forcément justement les URL ou les éléments de consultation, s'il y a si c'est refusé. Comment je pourrais dire ça? Pour l'instant, en fait, on a mis tout le mécanisme nécessaire en place pour tenir compte d'une information de refus d'accès. C'est-à-dire que pour l'instant, le premier cas qu'on traite, c'est le code HTTP qui sert à ça normalement, c'est un 401 ou un 404, enfin non, un 401 ou un 403, le parseur, comme c'est déjà dans la ligne de log, ça on sait le traiter. Mais si jamais il y a d'autres informations qui permettent de le dire, le parseur peut remonter cette information et faire que l'événement de consultation, plutôt que d'être pris comme consultation normale, c'est un accès refusé. Donc après, tout dépend de la plateforme, comment fonctionne la plateforme. Parce que le problème qu'on a, c'est que sur certaines plateformes, quand l'utilisateur clique sur une revue auquel il n'a pas accès, d'un point de vue HTTP, c'est un code 200, c'est-à-dire que c'est une page normale qui est délivrée, sauf que dans cette page s'affiche juste une phrase qui dit « Vous n'avez pas accès à cette page ». C'était une remarque de Dominique que Dominique avait faite. Et donc là, il y a certaines plateformes qui utilisent le vrai code quand même. Voilà. Donc il y a une page qui s'affiche, qui dit vous n'avez pas accès, et il y a aussi le code HTTP. Donc ça c'est le cas le plus simple, et ça on sait le traiter. Après, il faudra que au niveau de chacune des plateformes, le parseur il sache dire il n'y a pas eu de code 401, 403, mais vu par exemple le volume, enfin la taille de la page, ça ne peut pas être un article en PDF, et donc c'est forcément un affichage d'un message qui dit que la revue n'est pas accessible. Et à ce moment-là, ça remonte à un événement de consultation denied. Voilà. Et est-ce que vous pouvez envisager d'avoir une analyse du film, c'est-à-dire dans le cas d'une redirection vers un formulaire de genre sign-in ou login? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ouais, on filtre tout ce qui est redirection. Ouais. Donc là, il faudra repasser sur toutes les analyses que j'avais mis pour faire compte des mécanismes d'accès refusé par les plateformes. Oui, si on veut être Attends. J'aurais une question. Oui, vas-y Dominique, parce qu'en fait, ce point-là, on a traité ça suite à une de tes remarques des dernières fois. Et donc, effectivement, on attend un retour de ta part. Parce que, en plus, tu as concerné un des parseurs sur lesquels, une des analyses de plateforme et parseurs sur lesquels tu as travaillé. Ouais. C'était iWire, ouais. Et apparemment, moi j'ai pas les logs exacts, mais apparemment effectivement dans les logs on ne voyait rien, on voyait uniquement dans les en-têtes qui étaient envoyées. Par contre, je me suis pas posé la question sur la taille du fichier, mais vous pensez que vous pourrez analyser des tailles de fichiers qui vous permettent de dire c'est pas un article? Bon, je comprends bien, si la taille est toute petite, on peut dire effectivement c'est pas un article, mais le seuil il va être difficile à fixer, non? Oui, c'est spécifique à la plateforme. On le faisait déjà dans l'ancienne appli avec Numstat sur Science Direct. Il y avait des requêtes sur des PDF qui étaient minuscules, de taille minuscule, et donc on les écartait. Mais on ne comptait pas en refus d'accès, mais on les écartait comme non-consultation. D'accord. Voilà. Et là, c'est vrai qu'après, c'est un travail assez empirique, parce que qu'est-ce qui détermine le fait qu'un PDF il a une taille correcte? Oui. Ouais. Autant le statut, oui, je suis d'accord, effectivement, c'est une bonne piste pour en compter sûrement un certain nombre. Et puis bon, le cas d'iWire n'est peut-être pas un cas généralisé ou généralisable, il est peut-être spécifique à ça, quoi. Mais et en sur les... tout cas, sur les PDF, excuse-moi, sur les PDF, la taille des PDF, on peut se dire qu'il y a quand même une taille minimum pour un PDF. Alors après, est-ce que c'est considéré comme une erreur ou comme un refus d'accès? Voilà, quoi. Ouais, et sur le HTML, tu penses que c'est aussi facile à dire? Non, c'est plus difficile pour un HTML.
Ouais, parce que ouais, fichier. Là, on atteint les limites de Hmm. l'analyse. Bon, après, ça reste un indicateur. Enfin, je pense que cette gestion des informations de non-usage, c'est une information qui est utile pour la gestion des abonnements, mais qui n'est pas forcément, comment dire, cruciale en termes de, je veux des chiffres exacts, quoi. Enfin, je sais pas ce que. Oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon, ces chiffres-là, les éditeurs nous les fourniraient assez volontiers, mais effectivement, c'est pas crucial, c'est intéressant. Le cas d'iWire me posait un problème parce qu'on comptait des faux positifs. C'est-à-dire qu'on comptait comme un événement de consultation quelque chose qui n'en était pas. C'est plutôt ça qui me gênait en fait. Oui, c'est vrai que, et là, je pense que ça a demandé pas mal de bouleversements du fonctionnement des parseurs, mais c'est vrai que du coup, je pense que ça améliore la qualité des informations, des événements de consultation qu'on remonte vraiment quoi, maintenant. On a plus de moyens, enfin, le tri est à mon avis plus pertinent. Voilà. D'accord. Et j'avais une autre question, une petite question sur l'exemple qui avait été affiché. J'étais étonné de voir que l'événement de consultation était un TOC. Est-ce que c'est simplement un exemple bidon ou est-ce que c'est un exemple... Un TOC, c'était une... Ah oui, effectivement. Ouais. Tout ce qui m'importait, c'est que ce soit des lignes qui génèrent un événement de consultation. J'ai pris une ligne quelconque et j'ai changé le status code, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. On peut peut-être faire un test en prenant un fichier. Après, effectivement, j'ai remarqué que chez Science Direct et Nature, il y avait des éléments de consultation qui étaient effectivement... ils renvoient des 401 et des 403, les deux. Mais je ne sais plus sur quel fichier j'avais eu ça. Il faudra vraiment vérifier plateforme par plateforme que les refus de consultation sont générés s'il y a vraiment des 400. C'est un bon travail pour la partie document. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne parce qu'on a peut-être été un peu rapidement, comme il nous reste un peu de temps? Non, pas de... Tout a été clair et c'est limpide. Est-ce que... Alors donc, par rapport à l'avenir, donc je rappelle que la prochaine sprint review aura lieu le 27 février, si je ne me trompe pas. Voilà, 27 février, on va essayer de, enfin on en discute encore cet après-midi, mais on s'oriente vers la normalisation, enfin j'ai appelé ça normalisation CABART, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais on va travailler au niveau donc des PKB, donc les bases de connaissances, qui font la correspondance entre les identifiants des plateformes et enfin des plateformes éditeurs et puis les titres, de façon à pouvoir soit générer via les scrappers, générer automatiquement des PKB, soit pouvoir aller rechercher chez les éditeurs ce que eux auraient mis à disposition au format CABART par rapport aux listes des titres qu'ils proposent. Voilà. Ouais. Sachant que la solution qui nous intéresse le plus à long terme, c'est évidemment la solution des éditeurs font le travail de composition de ces listes et font le travail de mise à jour régulière de ces listes. Et qu'on puisse, à terme, nous, se débarrasser des scrappers, parce que c'est du code qu'il faut maintenir à jour, qu'il faut faire tourner régulièrement, etc. Et c'est pas le code le plus simple à personnel. En plus, oui. Et en fait, l'idée, bon, alors là, je sais pas trop, je pense qu'on parle à moyen ou à long terme, mais c'est vraiment de se débarrasser de la partie traiteur qui part, en analogie plus que qui part, et d'avoir juste en place les mécanismes qui récupèrent les listes chez les éditeurs et qui peuvent s'en servir telles quelles en extrayant
les informations qui nous intéressent dans ce projet avec les listes, les ISSN, enfin les titres, les ISSN et les identifiants. Mais bon, ce qu'on a déjà fait avec les scrapers, ça nous permet aussi de discuter avec les éditeurs en termes très concrets en disant, par exemple, on propose déjà une liste Kbart, mais les identifiants que vous mettez dans la colonne identifiant, elles ne correspondent pas à ce que nous, on appelle un identifiant. Et du coup, ça ouvre une discussion réelle sur ce qu'on attend et sur pourquoi on l'attend. Parce qu'il existe des listes Kbart déjà, mais il faudra voir si elles nous conviennent en l'état ou pas, et si elles ne conviennent pas, faire un travail de discussion avec les éditeurs à faire. Moi, je la vois un peu en deux phases. La normalisation Kbart, c'est genre les scrappers qui nous génèrent des PKB, ben, on essaye d'avoir des PKB au format Kbart, de façon à pouvoir après se passer de ces scrappers, en faisant une requête directement, en allant chercher un fichier Kbart chez l'éditeur. Avec les scrappers, ça va être très difficile d'avoir des fichiers type Kbart, parce que dans Kbart, il y a une notion dont vous n'avez pas besoin immédiatement, qui est l'état de collection. Et ça, avec les scrappers, ça va être très très difficile quand même. Oui. Alors vous pouvez, avec un scrapper, retirer des informations et faire en sorte que votre PKB soit sous un format type Kbart avec beaucoup d'informations qui manquent. Et effectivement, ça vous prépare à travailler avec des fichiers Kbart directement par la suite. Voilà, c'est ça l'idée, ouais. D'accord, d'accord. Nous, on a besoin d'une sous-partie de Kbart. C'est vrai que les collections ne nous intéressent pas, sauf si on veut se mettre à générer des JR1 pointers. Oui, non, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant d'être capable de travailler directement avec un fichier Kbart, puisque après, ben, peut-être pourrons-nous prendre en compte l'état de collection. Mais bon, c'est beaucoup plus loin. Oui. Mais, Du coup, on parle à plus long terme. Mais si on arrive à travailler avec une sous-partie Kbart et que le Kbart nous est fourni par l'éditeur, on est déjà bien. mais ce qui est vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est que si votre projet s'internationalise beaucoup, et ce que je lui souhaite, et ça veut dire aussi que comme il sera capable de partir de fichiers Kbart, ça sera une pression supplémentaire pour les éditeurs pour faire du Kbart. Ouais. Il y a, à titre d'information, on était en contact en avril dernier avec Springer à ce propos-là, puisqu'ils apparemment ils ont un projet interne qui concerne la fourniture de listes Kbart. Ils ont un FTP anonyme sur lequel il y a quelques listes qui sont dispo, mais elles n'ont pas été mises à jour depuis fin 2012, de mémoire. Et du coup, quand nous, on a commencé à faire le scraper Springer, notre collègue de Toulouse, Cécile Clara, qui était entrée en contact avec l'équipe Springer pour discuter. On avait eu un court échange, et puis c'était retombé un peu dans les limbes. Et là, je les ai recontactés au début de la semaine pour faire le point sur ce truc-là. Donc j'ai bon espoir qu'on ait bientôt peut-être un premier point d'accès chez Springer pour travailler à cette question-là. Mais c'est très bien comme idée, parce que ça appuiera le développement de cette truc, quoi. Hein, c'est bien. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Sinon, on est toujours disponible. Hein. Dominique, pendant que tu es en ligne, je pense qu'on va te relancer, alors peut-être la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, pour justement, à propos de l'analyse de la plateforme iWire. qui tient, iWire, pour mettre en œuvre en fait c'est denied. Voilà. Donc on va être amené à interagir. Je ne sais pas si tu es disponible la semaine prochaine ou si. Enfin, on te posera des questions de toute façon, mais. Oui, non, mais j'essaierai de me rendre disponible. Voilà, ok. Donc on essaiera de conclure, de bien mettre en œuvre ça au niveau du parser. Voilà. Sinon, je vous remercie tous et puis on va en rester là. Oui, non, j'ai fait la demande officielle pour essayer de parser des lignes de log de notre serveur proxy université, mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour, donc j'ai pas pu tester grandeur nature de mon côté. D'accord. Mais je ne désespère pas encore. N'hésitez pas, quand
quand vous testez des trucs, à nous contacter. Ok. J'ai un petit souci de date pour le 27. L'enregistrement, c'est tout arrêté. Oui. Top, voilà, là, tac. Donc merci, au revoir.